Bonjour Marie-Clémence, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview donc en ce mois des fiertés. Marie-Clémence, donc vous êtes maman et auteure du livre On ne choisit pas qui on aime. Alors pour commencer, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, donc je m'appelle Marie-Clémence, j'ai 35 ans. Je suis mariée avec une femme qui s'appelle Aurore. On est ensemble depuis 15 ans et on a deux enfants qu'on a eus par PMA, Charlie et Billy, qui ont 5 ans et 2 ans bientôt. Et voilà, en activité professionnelle, aujourd'hui, je fais la sensibilisation, notamment en entreprise, sur la diversité et l'inclusion des personnes LGBTQIA+, et de leur famille. D'accord, bah, super projet. Et donc, vous êtes également donc, auteur du livre, donc On ne choisit pas qui on aime. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce livre, voilà, comment vous vous êtes lancé finalement dans l'écriture de celui-ci, de quoi vous parlez, aux échos. Alors, On ne choisit pas qui on aime, c'est un récit qui est sorti donc chez Flammarion en 2019, qui est en fait le récit un petit peu des 10 premières années que j'ai passées avec Aurore. En fait, moi, je viens d'une famille bourgeoise catholique très traditionnelle. Tout ce qu'on peut imaginer de plus caricatural sur une famille catholique en France, ben, c'était moi, voilà, école avec des religieuses, la messe, le scoutisme, etc. Et en fait, j'ai toujours grandi sans trop m'interroger sur ma sexualité et sur l'amour. Pour moi, il y avait qu'un plan, c'était me marier avec un homme. Voilà, et c'est un peu ce qu'on me renvoyait aussi comme image dans ma famille. C'est que, voilà, on ne parlait pas d'homosexualité, mais on ne parlait pas de sexualité déjà de manière générale. Et sans en dire du mal de l'homosexualité, pour autant, c'était quand même très rattaché à quelque chose de, il fallait forcément avoir eu un traumatisme pour vouloir se tourner vers une personne du même sexe, etc. Mais assez peu d'images et de discussions sur le sujet. Donc moi, naturellement, je me suis tournée vers les hommes. Et à 17 ans, j'ai rencontré un garçon dont je suis tombée très, très amoureuse. Et encore aujourd'hui, avec le recul, je sais que j'ai été très amoureuse. Donc on est resté en couple pendant 5 ans, jusqu'au jour où j'ai rencontré une femme dans le cadre du travail, donc Aurore, qui elle est complètement l'opposé de moi, c'est-à-dire qu'il y a une extrême avec moi, elle c'est l'extrême un peu de l'autre côté. Elle vient d'un monde ouvrier, elle s'est faite toute seule et c'est surtout quelqu'un qui n'a pas de filtre. Quand moi j'ai plein de filtres partout liés à mon éducation, à ma religion, etc., elle n'en a aucun. Et c'est une femme lesbienne qui est out, qui n'a aucun problème à assumer tout ça. Et voilà, je vais la faire courte, mais on est tombé amoureuse, hein, tout simplement. Ça s'est imposé à moi au fur et à mesure. J'ai compris que ce que je ressentais, c'était pas seulement de l'amitié. Elle aussi, a très vite, beaucoup plus vite que moi, identifié ses sentiments d'ailleurs. Et on s'est lancé dans la grande aventure toutes les deux, voilà, il y a 15 ans. Ça a été un immense saut dans le vide pour moi, puisque j'ai dû un peu tout plaquer à ce moment-là, me séparer de mon petit ami. Et puis, il a fallu faire un coming out à ma famille. Mhm. Voilà, leur expliquer ce que je vivais, ce que je ressentais. Ça a été plus ou moins bien accueilli par différents membres de ma famille. Mes parents l'ont pas forcément bien vécu. Enfin, mon père l'a accepté et ma mère, elle, ne l'a pas accepté, justement. Elle a lutté longtemps, pensant que puisqu'elle m'avait faite, puisque c'était elle, ma mère, elle savait mieux que moi ce que je pouvais ressentir. Elle ne comprenait pas ce qui pour elle était un choix de vie, que de vivre en marge de la société toute ma vie. Elle ne comprenait pas qu'en fait, ben, c'est le titre du livre, hein, on ne choisit pas qui on aime, que juste à un moment, j'écoute juste mon cœur et mes tripes et ça me dit d'aller vers cette femme, quoi. Voilà, donc ça a été des années compliquées où il a fallu déconstruire tout ce qu'on avait pu acquérir depuis enfin, depuis toujours avec mes parents, déconstruire une relation, repartir de zéro, et puis réapprendre à se connaître et à s'accepter mutuellement comme on est, quoi. Ouais. Démonter beaucoup de croyances finalement, voilà, qui avaient été construites tout autour long de votre vie et à partir de là, donc, à quel moment vous décidez de vous lancer dans l'écriture du livre? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Le livre, je l'ai finalement un peu toujours écrit parce que j'ai toujours un rapport particulier à l'écriture et au journaling. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé écrire ce que j'avais vécu dans ma journée.
Et donc, quand j'ai vécu toute cette période-là très compliquée avec ma famille, puisqu'on est passé par la période des manifs pour tous, où la majorité des membres de ma famille étaient aux manifs, voilà, ou s'opposaient au mariage homosexuel. Enfin, tout ça a été quand même très compliqué et douloureux. Euh, Pendant toute cette période-là, en fait, j'avais besoin de mettre les choses par écrit, parce que parfois, quand on vit les événements, on n'a pas le recul et puis on n'a pas les mots. Et parfois, on n'arrive pas à se défendre aussi de la bonne manière, où on a l'impression, enfin, un grand sentiment qu'on essayait de me faire ressentir, c'était la culpabilité d'être moi, en fait, d'être Ouais. celle qui vient chambouler la famille, d'être celle qui dérange, celle qu'on remarque, etc. Et du coup, je culpabilisais beaucoup. Et en fait, le fait d'écrire me permettait en fait déjà de prendre du recul, de poser des mots et puis de me défendre un petit peu aussi par écrit, de me redire que je n'étais pas une mauvaise personne et que je ne faisais rien de mal et qu'il ne s'agissait que d'amour. Donc j'écrivais beaucoup en racontant de manière assez brute les scènes que j'avais vécues. Et donc, j'ai au départ tout gardé pour moi. Et puis un jour, j'ai lancé un blog. J'ai lancé un blog comme ça où je parlais de voyage, de cuisine, enfin de choses diverses qui m'intéressaient. Mais je sentais que j'écrivais pas sur quelque chose qui m'animait complètement. Et puis un jour, je me suis dit, bah tiens, j'ai des textes là, un peu débrouillons. Et si je racontais mon histoire? Et puis on verra. Personne ne me lira peut-être. Mais en tout cas, ça existera quelque part. Et puis ça va m'inciter à aller au bout de ce projet d'écriture. Et donc, j'ai écrit toutes les semaines, je publiais un article sur le blog qui était en fait un chapitre de cette histoire que j'écrivais au fur et à mesure. Et vraiment, comme on se pose en se remémorant des souvenirs, ben, je me suis posée et je me rappelais ce que j'avais vécu les dernières années et je le racontais. Et puis, à ce moment-là, ben, il commençait à y avoir du monde qui a suivi, des personnes qui étaient intéressées et qui attendaient un peu le chapitre suivant avec impatience. Et, euh, et voilà, et en fait, en 2018, il me semble, Flammarion, la maison d'édition, m'a contacté, m'a proposé d'éditer en fait ce texte qui était disponible sur mon blog depuis quelques mois, l'éditer et d'en faire un livre. Et voilà, et c'est devenu ce que c'est. Et c'est assez incroyable. Et donc, je me dis aujourd'hui que ça me permet d'avoir une trace écrite de ce que j'ai vécu, un souvenir gravé, imprimé, de Ouais. pouvoir transmettre ça à nos enfants aussi. Et puis peut-être d'aider des personnes qui vont se sentir perdues ou qui vont manquer d'identification, enfin de personnes auxquelles s'identifier. Ben, le fait de lire mon récit, ça va peut-être les rassurer sur le fait de se dire que ça peut se terminer avec un happy end, tout ça. Ouais, c'est un beau message. Et donc, en fait, finalement, au départ, vous n'aviez pas forcément pensé à publier un livre, en fait. Vous avez commencé Non. avec le blog. Ouais, D'accord. ouais, non, pas du tout l'idée au départ d'en faire un livre. En fait, je me suis dit, enfin, je voyais pas trop qui ça pouvait intéresser, puis je pensais vraiment que ça intéresserait peut-être trois, quatre personnes. J'avais tellement l'impression d'avoir vécu une histoire unique et différente de celle que je pouvais avoir dans les représentations de femmes lesbiennes. Ouais. Je me disais, bah, je sais même pas s'il y a d'autres personnes qui ont vraiment vécu la même chose que moi, d'être avec un homme et puis un jour de rencontrer une femme, tout en se baladant avec un bagage religieux, social qui est particulier. Enfin, j'ai l'impression que c'était unique. Et en fait, justement, avec la publication de ce livre, j'ai reçu mais depuis des milliers et des milliers de messages. Parce Ouais. qu'en fait, bah, il y a autant de milliers de femmes et d'hommes d'ailleurs qui, en fait, eux aussi ou elles aussi avaient l'impression d'être seuls à vivre ça et Ouais. qui se sont dit, ah, mais non, en fait, on n'est pas seul. Et en fait, euh, même si on ne répond pas à l'image un peu caricaturale qu'on peut avoir des femmes lesbiennes ou des hommes gays, et ben, en fait, on fait aussi partie de cette communauté-là et on existe. Voilà. Ouais. Ouais, oui, et c'est super parce qu'au final, ben voilà, j'ai vu que vous avez fait beaucoup d'interviews justement, voilà, dans des médias quand même très connus, etc. Donc, ça a été aussi un vrai apport pour la visibilité de la communauté. Enfin, là, on est en plein Oui, mois des fiertés. Enfin, finalement, vous avez un impact que vous imaginiez pas au départ. Et finalement qui a parlé à beaucoup de personnes et ça c'est super et au-delà de la communauté et c'est ça qui est génial aussi c'est que oui. vous avez parlé à travers lui à travers à la communauté mais pas seulement en fait et ça c'est important en fait et puis aussi avec une forme de communication et de montrer que bah voilà il y a beaucoup d'autres personnes finalement qui ont vécu cette histoire-là je pense de rassembler aussi parce que à l'issue de livres, avec toutes les communications, etc., Oui, c'est et puis les gens s'identifient
je pensais que les gens devaient forcément s'identifier dans mon personnage, si on peut appeler ça un personnage. Et Mhm. finalement, non, parce qu'il y a des personnes qui s'identifient plus comme ma mère, ou comme mon père, ou comme mes frères et sœurs, ou comme Aurore, parce qu'il y a des femmes aussi qui m'écrivent et qui sont dans la situation d'Aurore, qui se retrouvent à aimer quelqu'un qui paraît absolument inaccessible et qui est en couple. Enfin, parce que quand j'ai rencontré Aurore, j'étais en couple avec un garçon depuis 5 ans, on était engagés, et puis pour moi, dans ma tête, c'était l'homme de ma vie. Donc, on est parti quand même de très, très loin. Et il y a des femmes qui se retrouvent aussi dans la position d'Aurore à se dire, OK, jusqu'à quel point je peux attendre que quelqu'un soit prêt à sauter le pas et à venir vivre avec moi, qu'est-ce que je peux accepter ou ne pas accepter. Donc, en fait, vraiment, les gens s'identifient un peu à Ouais, plein de personnes dans mon histoire à différentes étapes. Et c'est ce que je trouve ouais, passionnant, parce qu'en fait, c'est plus... En fait, avec Aurore, on a vécu notre histoire aussi dans une société qui a avancé. En fait, il y a des couples des personnes qui sont en couple depuis 30 ans et qui ont mhm. attendu pendant 30 ans de pouvoir enfin avoir accès au mariage ou avoir accès à la PMA. Aurore et moi, en fait, on a eu envie de se marier. La loi n'était pas passée. Et en fait, on a vécu la période des manifs, la période du mariage pour tous, jusqu'au moment où on a obtenu ce droit. Et là, on a pu se marier. Puis ensuite, la PMA, on n'a pas attendu que ça passe en France parce qu'on avait quand même très envie d'avoir des enfants et qu'on n'avait aucune visibilité sur les lois. Mais en fait, on a quand même évolué avec aussi la société, en fait, avec ce Ouais, que les lois ont pu nous permettre. ouais. Contrairement à d'autres couples qui étaient ensemble depuis beaucoup plus longtemps et qui, en fait, ont vécu complètement invisible et complètement en marge de la société justement pendant des années. Ouais, 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 non, mais c'est vrai que c'est important. Et aussi, même, il y a peut-être des parents qui peuvent s'identifier aussi à travers le livre, non? Ouais. Parce que c'est intéressant aussi pour eux comprendre finalement aussi le point de vue, enfin, qu'est-ce qui se passe aussi de votre point de vue à vous, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, ce que vous ressentez, les émotions, etc. Et ça, c'est super enrichissant également. Et il y a peu d'ouvrages aussi qui permettent de voir ça. Donc, c'est Oui. super chouette. Et alors, le désir d'enfant, parce que vous êtes maman, voilà, Oui. de petite fille, est-ce que c'est un désir que vous aviez eu voilà, depuis toujours? Est-ce que c'est un désir voilà, qui est venu par la suite? Et Aurore, comment voilà, elle se positionnait aussi par Ouais. rapport à ce désir? Comment ça s'est passé finalement? Moi, j'ai toujours eu très envie de fonder une famille parce que j'ai grandi dans une famille où, même si, comme je disais tout à l'heure, il y avait plein de choses un peu caricaturales et un peu trop fermées, Mm. j'ai quand même grandi dans un foyer avec beaucoup d'amour et de sécurité, avec des frères et sœurs. Et j'avais très envie de reproduire ce schéma-là parce que j'avais ce désir de maternité. Et quand j'ai rencontré Aurore, alors qu'en fait, le mariage n'était même pas autorisé, la PMA encore moins, à aucun moment je me suis dit, je vais renoncer à tout ça. Non, Mm. j'avais envie d'aller au bout, j'avais envie Je ne savais pas encore comment ça marchait, mais je savais que c'était possible et qu'on allait le faire. Et elle, Aurore, au contraire, elle a grandi dans une famille très déstructurée, où au contraire, l'arrivée d'un enfant a souvent été synonyme de rupture familiale, de rupture de couple, etc. Donc, elle n'avait pas du tout ce désir. Et puis, elle aussi, on a 8 ans d'écart, ce qui n'est pas énorme, mais en fait, en termes d'existence de la communauté LGBT dans la société, etc., Mm. c'est énorme, en fait, 8 ans. Ouais. Et donc, elle a grandi avec l'image que les femmes lesbiennes ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc, en fait, jamais depuis son adolescence, elle s'est dit, ah bah, un jour, j'aurai des enfants. Non, parce qu'en fait, elle s'est dit, bah, je suis lesbienne, donc j'aurai pas d'enfants. Point. C'est de la logique. Voilà, je Ouais. ne pourrai pas me marier, je n'aurai pas d'enfants et je me trouverai une compagne et voilà. Et moi, pas du tout. En fait, j'ai pas grandi avec ces préjugés, justement. Mm. Donc, du coup, quand je suis tombée amoureuse d'Aurore, en fait, je me suis dit, je veux avoir des enfants. Donc, j'ai mis un peu de temps à la convaincre parce qu'elle était pleine d'inquiétude en se disant, mais qu'est-ce que je vais être pour cet enfant? Où est-ce qu'on va? Comment ça marche? Etc. Moi, je n'avais pas de réponse à toutes ces questions parce que moi-même, je n'avais pas d'informations. Il n'y en avait pas à l'époque. J'ai cherché un peu sur des blogs, je trouvais des forums, mais avec des témoignages qui dataient d'il y a plus de 10 ans, donc on ne sait plus si c'est valable ou pas. Euh, Ouais. Puis souvent, c'était en Belgique et nous, on voulait aller en Espagne parce qu'à ce moment-là, on venait de quitter Paris pour l'Espagne. Donc, je manquais en fait d'informations. Et puis, ben, un jour, on s'est lancé. Et voilà, et j'ai cherché la clinique un peu comme on cherche un bon coiffeur. C'est un peu ce que je regrette Mm. aujourd'hui. C'est qu'en fait, j'avais tellement peu d'informations, je ne savais pas vers qui me diriger que je regardais en termes de géographie, en termes de prix, en termes d'accompagnement. Est-ce que le personnel est francophone? Est-ce qu'il y a des bons retours, etc. Et donc, on s'est lancé en 2017
Le premier essai, alors pareil, c'est une sorte d'énorme aventure dans laquelle on se lance. On Mm. n'a aucune visibilité. Le personnel médical nous rassure, hein, il nous dit, voilà, étape 1, c'est ça, étape 2, etc. Tel jour du cycle, vous faites ci ou ça. Mais en fait, on est perdu parce qu'on prête un peu son corps aussi. On prête son corps un peu à cette procréation. On prête son corps à tout ça et on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas ce qu'on va ressentir. C'est nouveau en fait, parce que Ouais, finalement, ça reste un parcours qui est médicalisé. Euh, oui, et c'est vrai que, en plus, enfin, beaucoup de femmes, on n'est pas forcément bien informées, non, sur comment on fonctionne ouais. notre corps. C'est vrai, on se rend compte quand on commence à toucher au domaine de la procréation médicalement assistée qu'il y a plein de choses qu'on connaît pas, en fait. Et c'est la grande découverte de toutes ces choses-là, finalement, Parce que et moi, sur finalement, lesquelles vous n'avez pas le contrôle, en fait. c'est ça. Moi, je me suis rendu compte qu'on me posait plein de questions sur mon cycle, mon ovulation, En fait, je ne dis pas que j'ai découvert comment on faisait les bébés, non. Mais en fait, un peu si, parce que médicalement, en fait, il y a quelque chose qui est un peu fantasmé ou... même pour les couples hétérosexuels, le sujet de la PMA, parce que la PMA est un sujet qui touche aussi les couples hétérosexuels, on en parle peu. Et c'est Mm. des couples qui vivent souvent ça dans la solitude. Ouais. Euh, parce que c'est comme si c'était moins sympa et puis qu'il fallait surtout garder tout ça caché. Donc finalement, moi Mm. j'ai découvert toutes ces histoires les termes qu'on apprend, follicule, oestrogène, tant de millimètres, tant de follicules, jour J, jour 4, jour C'est ça. 6. Oh. Ouais. Alors, la première fois, le premier jour, moi j'ai pleuré, hein, clairement, parce que j'ai dit à Aurore, mais j'ai rien compris. S'il vous plaît, si vous pouvez me faire un petit dessin, un C'est schéma. un Ouais. dictionnaire de tous les acronymes Mais oui, on n'est pas préparé à ça. Alors aujourd'hui, les choses évoluent. Encore une fois, en peu de temps finalement, parce que moi, cette première PMA, je l'ai faite en 2017. Mm. Euh, Ce premier essai, aujourd'hui, on est en 2023. Et en fait, les choses ont déjà énormément évolué. Il y a des livres sur le sujet, il y a des blogs, enfin, il y a de la communication, même de l'État. Enfin, il se passe quand même plus de choses. Les gens sont plus informés. Donc, si on veut trouver l'information, on peut la trouver. Ouais. Euh, Moi, il y a 6 ans, c'était pas du tout la même chose. J'ai l'impression aussi, hein, peut-être que je ne suis pas allée chercher les bonnes ressources. Mm. Mais voilà, donc premier essai a été un échec. Et j'étais très, très déçue aussi parce que, voilà, encore une fois, moi, dans ma tête, c'était un peu, on veut un enfant, on va l'avoir tout de suite et tout va être facile. Et en fait, je me Mm. suis rendu compte que ce n'était pas facile et surtout que, euh, en fait, il y avait quelque chose de l'ordre de l'incontrôlable, en fait. C'est-à-dire qu'on a beau avoir fait le parcours pile poil comme il faut, les piqûres à l'heure, tout bien, tout bien, tout bien, et ben en fait, ça marche pas. Et c'est comme ça. Et on n'a pas de plan B, en fait, il faut y retourner. C'est-à-dire que je peux pas me dire, ah bah ça va peut-être venir naturellement plus tard. Non, il faut que j'y retourne si je veux que ça marche. Donc on y est retourné assez rapidement. Et le deuxième essai a fonctionné. Et donc on a eu notre première fille, Charlie, qui va avoir 5 ans cet été. C'est moi qui ai porté nos 2 filles parce que ma femme Aurore avait pas du tout. Alors déjà, il fallait la convaincre de devenir mère, mais alors porter un bébé, c'était vraiment non. Donc ça tombe bien parce que moi j'en avais envie. Donc là-dessus, on a été raccord tout de suite. Et donc voilà, on a choisi un donneur anonyme. En Espagne, les donneurs sont anonymes. Ça, pareil, c'est pas du tout un sujet auquel on avait réfléchi au préalable parce qu'en fait, je ne savais même pas, enfin, je ne m'étais pas renseignée suffisamment pour savoir si le donneur pouvait être connu ou pas. Voilà. Donc, on est allé en Espagne, on nous a dit donneur anonyme. Nous, ça nous convenait très bien. Euh, En fait, peu importe un peu pour moi, et je comprends qu'il y ait des couples qui ont envie de connaître l'identité du donneur, envie d'en savoir plus. Je comprends aussi celles et ceux qui sont contre ça. Moi, en fait, je me suis dit, peu importe qu'on ait cette identité ou pas, ce donneur reste un donneur et aura toujours, je pense, une place de donneur. Donc, Mm. ça ne change rien. Voilà, c'est quelqu'un que je remercie juste d'avoir fait ce don parce que grâce à lui, ben, on est 4 dans la famille aujourd'hui. Ouais. Et voilà, donc donneur anonyme. Mais voilà, on a été quand même très, très bien accompagnés par la clinique. Et donc, j'ai donné naissance à notre première fille. Ma femme s'est sentie immédiatement mère dès l'instant où on lui a posé dans les bras sa fille, puisque c'est elle qui l'a prise en premier dans les bras, même avant moi. Et, Mm. euh, et aujourd'hui, elles ont une relation fusionnelle. Enfin, les choses sont même presque plus évidentes entre Aurore et sa fille, enfin et Charlie,
qu'entre Charlie et moi, alors que c'est moi qui l'ai porté. Parce que moi, Mhm. justement, j'ai pu mettre beaucoup d'attentes, je me suis énormément projetée, j'ai un bagage avec une mère qui s'est beaucoup occupée de nous. En fait, j'ai fantasmé énormément de choses depuis l'enfance, de cette maternité absolument parfaite, que du Ouais. coup, j'ai compris qu'en fait, ben, ça ne se faisait pas de manière aussi instantanée que ça et que on apprend à aimer son enfant aussi. Qu'il y a des mères qui se sentent mères dès l'instant où on leur pose le bébé dans les bras et d'autres qui ont besoin de plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour vraiment avoir cette connexion. Et moi, ça a été plus mon cas. J'ai mis un petit peu de temps. Quand Aurore, elle, au contraire, dès l'instant où elle a vu Charlie, ça a été un... Ça y est, c'était sa fille, quoi. Alors que peut-être 3 heures avant, elle me disait, oh là là, je sais pas, qu'est-ce qu'on est en train de faire là, on est sûr? Oui, on va coucher, donc il faut être sûr. Et, donc, on a eu notre première fille et ensuite, on s'est lancé dans un deuxième parcours de PMA en ayant beaucoup plus conscience là, du coup, de ce qui nous attendait. Et moi, j'étais bien plus rassurée sur le protocole parce que voilà, maintenant, je savais où j'allais, quoi. Donc, je savais quand aller acheter la piqûre, le traitement, comment prendre mes rendez-vous, etc. Enfin, voilà, deuxième essai, tout de suite, on maîtrise beaucoup plus et on est beaucoup moins stressé. Mais alors que justement, j'étais beaucoup moins stressée, finalement, bah, c'est là que ça a mis plus de temps à marcher. Donc, comme quoi, encore une fois, tout ça est vraiment incontrôlable. Ouais. Et là, on a fait 4 essais. Donc là, je perdais tout espoir. Au quatrième essai, je suis tombée enceinte. Et malheureusement, j'ai fait une fausse couche à la fin du premier trimestre. Donc, on était au quatrième essai et j'étais complètement démoralisée parce que je me disais, mais c'est pas possible que ça ait marché la première fois, mais que là, ça marche plus. Et puis, on cherche le pourquoi. Et en fait, on sait qu'on n'a aucune autre solution que de lâcher prise, finalement. Parce qu'on nous conseille le yoga, la méditation, l'acupuncture, etc. Mais c'est pas ça qui va faire que ça va marcher. C'est juste ça qui va faire que Et plus, ça va être moins lourd comme période à vivre. Voilà. Donc, on est reparti sur un cinquième essai, parce que heureusement, enfin, comme j'avais fait une fausse couche, la clinique nous a accordé un essai supplémentaire. Et donc là, je suis tombée enceinte et cette fois-ci, ça a marché. Et donc, j'ai donné naissance à notre deuxième fille, Billy, qui va fêter ses 2 ans. ouais, d'accord. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que je pense qu'on n'en parle pas assez de ce parcours de PMA. Et c'est vrai que, enfin, moi qui échange avec des patients, du coup, qui nous contactent, bah déjà, c'est vrai, cette appréhension aussi de se dire est-ce qu'on va pouvoir communiquer, voilà, facilement avec la clinique. On est quand même en France, la clinique en Espagne, comment ça se passe. Et puis, c'est vrai que moi, par exemple, je me rends compte, parfois, j'ai des personnes qui sont déjà passées par un parcours de PMA en France, donc qui effectivement connaissent tous ces acronymes, etc., ce langage qu'on utilise. On n'a pas déjà la même façon de communiquer quand c'est une première fois parce que bah, voilà, tout est nouveau. Et moi, je me souviens, enfin, je pense que je travaille dans le domaine de la PMA depuis 2015. Je crois qu'au départ, je ne savais même pas quel était le premier jour du cycle. Enfin, je veux dire, et je crois qu'on est, je pense que je suis pas la seule pour en parler avec des patientes. Et c'est vrai et voilà, en fait, finalement, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles. Et puis après aussi, ce côté un petit peu, bah, on passe par la procréation médicalement assistée et bah, ça va marcher facilement, en fait. Et ça, c'est aussi... et c'est ça qui fait que parfois ça peut être difficile dans le parcours, parce qu'effectivement, s'il y a une tentative qui n'a pas abouti, bah derrière, on a ce moment de doute, se dire ah, mais non, mais ça marche pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais de mal, ça peut être très culpabilisant aussi. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est du coup intéressant d'en parler et de partager votre expérience parce que il y a beaucoup de femmes qui doivent le vivre et puis ce côté ouais, de ne pas avoir le contrôle, c'est C'est compliqué de perdre, d'accepter qu'on ne l'a pas. Et ouais, c'est dans les moments où on accepte qu'on ne l'a pas. Alors c'est facile à dire, hein, c'est comme quand on a quelqu'un qui trouve pas l'amour et qu'on lui dit, mais c'est au moment où tu l'attendras le moins que ça va arriver. Bon, bah c'est un peu, voilà, c'est un peu la même chose, mais c'est vrai, c'est que c'est le moment où on lâche prise et voilà, de toute façon, on ne peut pas contrôler, donc il faut essayer de s'alléger au maximum de la pression. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est vrai que dit comme ça paraît être une énorme machine parce mm, qu'il faut prendre les rendez-vous tel jour, à telle heure, qu'il faut anticiper des ouais, choses qu'on n'arrive pas à anticiper parce que, comme vous le ouais. disiez, on pense que son J1 de cycle va être à telle date et que finalement, il y a un jour de Pas décalage. du Donc, ça tout. fout toute la semaine en l'air, il faut Ouais, tout refaire. ouais,
Et puis parfois, moi, je me suis retrouvée à prendre des rendez-vous pour des échographies ou prises de sang le 1er janvier ou le jour de Noël, alors que j'étais dans Ouais. ma famille à l'autre bout de la France, que c'était pas le cabinet, enfin voilà, ou aller aux urgences un jour férié Mm. pour pouvoir demander une écho. On se retrouve à faire des choses un peu folles, à passer des coups de fil et à dire s'il vous plaît, laissez-moi un rendez-vous, il faut absolument que je sache. Mais en fait, c'est gérable et je ne connais personne qui ne s'en soit pas sorti ou qui ait Ouais. lâché l'affaire parce que c'est trop compliqué. Voilà, c'est ce que je dis souvent, Mm. c'est comme ça paraît compliqué, ça l'est, c'est de la logistique. Il Ouais. faut être un peu focus sur ce sujet pendant quelques jours. C'est de l'organisation et puis faut y aller, faut se consacrer à 100% à ça, mais on s'en sort et il n'y a rien de... on ne fera pas de mauvais choix, parce que souvent, il y a des femmes qui se mettent une pression dingue en se disant, mais j'ai raté de 30 minutes l'heure de l'injection, ou Oui. j'ai peur de... voilà, c'est pas grave. Enfin, voilà, c'est pas ça qui va déterminer si ça va marcher ou pas. Moi, et parfois, j'ai eu je ne sais combien de follicules. On m'a dit, attention, vous allez avoir une grossesse multiple. Voilà, la clinique m'avait même dit, bon, écoutez, finalement, ne venez pas demain. Peut-être que là, c'est pas trop risqué, mais vraiment, vous risquez d'avoir des triplés ou quadruplés. Ben, Mm. j'y suis allée, ça n'a pas marché du tout. Donc, en Ouais. fait, finalement, dans les moments où on pense que ça va pas marcher, ben, c'est peut-être à cet instant-là que ça va se passer. Et inversement, donc, en fait, il faut accepter qu'il n'y a pas trop de règles. Il faut essayer de suivre au maximum les consignes, C'est ça. mais qu'il ne faut pas hésiter aussi à en sortir si à un moment, on a besoin de prendre un peu l'air, quoi. Ouais. Faire des pauses quand c'est Ouais. nécessaire. Parce que c'est vrai que ça peut être. Bah, ça impacte hein, quand même le parcours de PMA sur d'autres domaines de la vie, en fait, de Ouais. manière générale. Et c'est vrai que ça peut être lourd. Et d'ailleurs, vous en avez parlé ou pas, votre entourage, au départ, quand vous avez commencé les tentatives? Comment ça s'est passé? Alors, non, pour la première, on n'en a pas parlé. J'avais fait le choix de ne pas en parler parce qu'en fait, je savais que j'allais avoir des questions Hmm. et je savais que je n'avais aucune réponse. Et que on allait... En fait, j'avais peur qu'on me dissuade d'y aller parce que si on me disait, mais alors attends, est-ce que tu sais par rapport même aux donneurs, ok, vous avez pris anonyme, est-ce que tu sais ce que ça implique? Est-ce que tu sais si tu as fait le bon choix de clinique? Parce que moi, j'ai entendu dire que telle clinique, elle n'est pas super, peut-être. En fait, je me suis dit, j'y vais tellement un peu à l'arrache, hein, clairement, que j'ai peur qu'en fait, je me rende compte que j'aurais pas dû et que je suis pas prête, quoi. Hmm. J'ai pas assez de réponses. Et du coup, j'ai préféré ne pas le dire et on l'a annoncé à notre entourage. Mes amis très proches l'ont su dès le test de grossesse et puis mes parents l'ont su peut-être 3 mois après. Et par contre, pour la deuxième, là, je l'ai beaucoup plus partagé, même à ma famille, parce que voilà, j'avais besoin qu'ils sachent cette fois-ci ce que je traversais. Aussi Hmm. parce que j'ai vite compris que ça n'allait pas être très simple et que quand on enchaîne des échecs, comme nous on a pu enchaîner les échecs, en fait, à un moment, ça impacte trop notre morale, etc. Et puis, c'est aussi bien à un moment que les gens autour, même s'ils peuvent pas, parce que les gens ne comprennent pas forcément ce que vous vivez, hein, s'ils ne sont pas concernés, ils ne comprennent pas, hein. Hmm. Bah, au moins qu'ils sachent que peut-être qu'à cette période-là, c'est une période un petit peu plus sensible pour moi, parce que, ou pour nous en l'occurrence, parce qu'on on vit des échecs, on est dans l'incertitude, etc. Et que du coup, ça peut influer un peu sur les humeurs, sur voilà, le moral. Donc, dans Ouais. ces moments-là, en fait, je pense que je n'ai pas trop de conseils là-dessus. Je pense qu'il faut vraiment le faire à l'instinct. Mais que si Ouais. on n'a pas envie spontanément d'en parler, il ne faut pas en parler. Voilà. Il faut le Ouais. faire au moment où on se le sent. Et puis, il faut aussi ne pas hésiter à mettre des limites. C'est-à-dire à Hmm. dire, OK, pour que tu sois au courant, mais comme on pourrait le faire à son employeur, voilà, pour que tu sois au courant, je suis en parcours de PMA, c'est un peu, voilà, c'est très prenant, c'est émotionnellement, physiquement, etc. Je te donnerai des informations quand je serai prête, Hmm. mais voilà, j'ai pas envie d'en parler plus que ça. Voilà, ça peut être ça aussi, hein, juste de partager qu'on vit quelque chose de très fort. Ouais, ouais, donc s'écouter et puis voilà, en parler, mais en posant les limites Mm. et en fait simplement faire comme on le sent et comme on voit venir les choses, parce qu'il n'y a pas de règle finalement, en parler, ne pas en parler, enfin c'est parce que je pense que c'est tellement ça dépend tellement de chaque contexte, chaque situation finalement que on peut pas généraliser non plus Non, c'est là-dessus. Ça ça. a été votre expérience, mais peut-être que voilà pour d'autres couples, elles en parleront pas du tout, ou alors elles en parleront à leur famille. Enfin, ça dépend un petit peu des En fait, relations qu'on a aussi. c'est un peu comme annoncer sa grossesse avant 3 mois ou pas, en fait. C'est Oui. la même chose. C'est-à-dire qu'on a pris le réflexe de dire il faut pas le dire. Mais en fait, moi, je l'ai toujours dit avant 3 mois parce que, parce que je me disais, ben oui, mais si demain, effectivement, je fais une fausse couche ou demain, il m'arrive quelque chose, en fait, j'ai envie de pouvoir le partager avec des gens.
Et je sais que mes amies, puisqu'en l'occurrence, c'était mes amies, je savais que je pouvais compter sur elles, donc je voulais qu'elles soient au courant. Ouais. Et d'autres, je n'avais pas envie de leur partager, en fait, c'est ça. Et puis, il y a des personnes qui, elles, se disent, non, non, moi, j'ai envie de vivre ça seule pendant 3 mois, j'ai envie de le dire à personne, ou j'ai envie d'être sûre à 100% avant d'en parler parce que je ne me sens pas de partager une mauvaise nouvelle si ça arrive. Il faut pas se fier aux règles, voilà, il faut faire les choses instinctivement. Ouais, c'est ça. Finalement, donc, bon, malheureusement, vous avez fait une fausse couche. Après, vous avez attendu longtemps avant de recommencer les tentatives ou... Alors pareil, ça, le message que je veux faire passer aussi, c'est qu'il n'y a pas de règles et qu'il faut s'écouter Ouais. soi. C'est que moi, j'ai fait une fausse couche fin août et on a repris un essai début novembre. Donc, on va dire septembre, octobre, 2 mois, on a laissé passer 2 cycles peut-être. Et en fait, moi, on m'avait conseillé d'attendre plus longtemps, par exemple. Le personnel à la maternité, enfin, qui s'occupait de moi pour la fausse couche, m'a dit, oulala, attendez, attendez, prenez le temps. Ma famille me disait, attends, prends le temps, laisse passer, je sais pas, 6 mois, un an, etc. Et en fait, je le vivais tellement pas bien, enfin, j'étais très malheureuse de ce qui m'arrivait, mais en fait, j'avais besoin d'être dans l'action. Ouais, Et le fait d'y retourner, c'était une manière de ne pas m'arrêter de me battre, en fait. ouais. Alors, et je regrette pas d'y être retournée rapidement, parce qu'en finalement, c'est ce coup-là qui a marché aussi. J'y suis retournée quand j'ai senti que mon corps pouvait repartir, parce qu'une fausse couche, c'est très brutal. Enfin, vraiment, enfin, ça a été très violent physiquement, donc on a le corps un peu en miettes, quoi. Surtout que moi, je sortais de 4 essais de PMA, donc il y a un peu ce truc, ça faisait quand même des mois, quasiment un an, qu'en fait, j'étais soit en traitement d'injection, soit en train d'attendre un résultat de test de grossesse, soit en déprime juste après. Enfin, en fait, oui, j'ai laissé 2 mois passer parce que je me suis dit, oula, mon corps, en fait, là, de toute façon, il veut plus il veut plus de tout ce que je lui donne, il veut que je le laisse tranquille. Mais un jour, je me suis dit, OK, prochain cycle, on y retourne, on y va. Et on y a été. Et c'est là que ça a fonctionné. Et je respecte tout autant des femmes qui peuvent se dire, bah non, mais en fait, il me faut un an, il me faut plus parce qu'il faut que je fasse mon deuil, parce que physiquement, je n'ai pas la force, parce que, voilà, parce que c'est compliqué d'accepter, de se dire, OK, je croyais que ça avait marché, mais en fait, non, il faut y retourner. Voilà. Ouais, ouais, c'est compliqué. Et d'ailleurs, ça me fait penser à autre chose. Les 2 semaines d'attente pour le résultat, comment ça s'est passé pour vous? Vous Ah avez ouais, ça, c'est des petits l'enfer, conseils? hein. C'est l'enfer. On aimerait bien que ce ne soit pas dans les règles ces 2 semaines, hein. Vraiment, c'est. Je pense que c'est le pire parce que quand on parlait de lâcher prise, c'est l'instant où on doit encore plus lâcher prise. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire que d'attendre. Ouais, Euh, je pense qu'il y a pas, ça dépend vraiment des personnalités aussi. Moi, ce qui m'a aidé à chaque fois, c'était de m'organiser des choses super à vivre pendant ces 2 semaines-là. C'est-à-dire que par exemple, avec Aurore, une fois, on s'était offert un hôtel avec un resto de fou, un truc qu'on ne se serait pas offert le reste de l'année, mais on super. s'était réservé là. Et en fait, du coup, toute la semaine, on se préparait pour aller dans ce super hôtel. Tout le week-end, évidemment, je garde ça en tête tout le temps, il ne faut pas se mentir. Oui, c'est pas J'y possible de pensais. dépenser. C'est impossible. Mais le week-end passe plus vite, la journée passe plus vite. C'est en fait de faire que des choses qui nous font plaisir. Le deuxième conseil aussi que je peux donner, c'est de pas. En fait, la toute première fois que j'ai fait une insémination, je me souviens être sortie de la salle et la dame, le médecin, je lui ai dit, mais donc là, il faut que je fasse comme si j'étais enceinte. Et elle m'a dit, ah, oui, oui, plutôt, faites comme si vous étiez enceinte. Et en fait, pendant 2 semaines, j'ai pas bu une goutte d'alcool, je mangeais extrêmement sainement, j'ai arrêté le sport parce que je me disais, ah non, si je fais un truc et que ça fait que ça se développe pas, que ça se décroche parce que j'ai pas à gérer, je vais m'en vouloir, etc. Donc, je suis restée vraiment 2 semaines très sage à ne rien faire, rien toucher. Et en fait, ça, pareil, c'est pas je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, attention, hein. Euh, mais juste, bah, moi, les autres fois, bah, j'ai continué de vivre comme si de rien n'était. Et en fait, Normal. tant que j'ai pas fait le test de grossesse, et ben, j'ai continué de sortir, d'aller au sport, et même j'en faisais encore plus pour voilà, ne pas abuser de l'alcool, évidemment, mais je me suis amusée, je suis sortie et j'ai bougé pour me sentir Ouais. moins dépendante de ce corps qui, si ça se trouve, n'attendait pas de bébé encore, quoi. Voilà, ne pas me mettre en pause. Et puis le troisième conseil que je peux donner, c'est d'écrire ou de poser ses émotions. Alors l'écriture, moi, c'est mon support favori, mais il y a des personnes qui aiment peindre, qui aiment dessiner, qui aiment oui, écrire ou enregistrer des vocaux, voilà. Euh, Vraiment de pouvoir, en fait, on passe tellement par un ascenseur émotionnel dans la même journée.
C'est-à-dire que moi, des moments, je me disais, oh, je le sens, ça y est, je le sens. C'est sûr, ça a marché, j'ai des nausées depuis ce matin, c'est sûr. La seconde d'après, on sent plus rien, on a même un peu mal au ventre, on se dit, ah bah non, ça y est, c'est les règles qui arrivent, ça n'a pas marché. Une minute après, on se dit, ça marche pas. En Ouais. fait, on fait comme ça. Et donc, c'est épuisant. Et parfois, on n'ose pas. Moi, je sais que parfois, je n'osais pas dire à Aurore ou à mon entourage, je crois que ça a marché, je crois que je le sens bien, parce qu'on a peur de s'être trompé. Puis après, je me disais, non, ça n'a pas marché, mais je n'osais pas le dire non plus à Aurore, parce que je voulais pas qu'elle soit déçue. Donc, en fait, le fait de pouvoir l'écrire, Ouais. poser ces mots comme ça me permettait de les décharger, même si ça n'a pas de sens, même si ça n'a pas de... Voilà, c'est juste pour moi. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc, ça peut être aussi en parler avec quelqu'un, hein, évidemment, parce qu'il y a des gens qui préfèrent discuter. Discuter avec un thérapeute aussi, ça peut faire beaucoup de bien. À ce moment-là, d'être accompagné par quelqu'un qui va être là pour vous écouter et vous accompagner dans cette période qui est l'incertitude, quoi. Ouais. Oui, c'est ça, hein, clairement, c'est l'incertitude. Merci pour ces bons conseils parce que je pense que c'est important et clairement, ça fait partie du parcours et que effectivement, c'est une période qui est pas facile à gérer. Nous, on voit bien aussi à travers de nos Ouais. patientes. Et effectivement, comme vous dites, je pense que voilà, éviter, ne pas y penser, c'est pas possible. C'est vrai que c'est normal, c'est un désir qui est très fort et c'est normal d'y penser. Mais c'est vrai que d'être dans l'action, de faire des choses que vous feriez pas d'habitude, etc. C'est vrai que ça permet de donner une autre perspective, non, à cette attente. Ouais. Et c'est vrai que souvent aussi il y a des femmes qui demandent, voilà, qui travaillent, par exemple, si elles doivent s'arrêter, pas s'arrêter. Je pense que c'est personnel à chacun, après, enfin, chacun, chacune, surtout, mais ça, c'est. Il y a des femmes qui ont besoin de s'arrêter parce qu'elles ont l'impression que si elles en font trop, ça ne va pas marcher. Donc, c'est pareil, c'est un petit peu aussi s'écouter pendant cette période d'attente. Mais c'est vrai que plus on en fait, moins on cogite, hein, de toute façon. Oui, c'est ça. Ça peut être faire le grand tri dans une pièce de la maison, Oui. repeindre un mur, etc. Et il y a des personnes qui vont avoir envie de tout donner jusqu'au bout, c'est-à-dire effectivement ne manger extrêmement sainement, pas boire une goutte d'alcool, rester à la maison, ne pas bouger, pas sortir, pour se dire elles auront mis toutes les chances de leur côté et Ouais. n'avoir aucun regret. Et moi, je me dis que voilà, les fois où ça n'a pas marché, peut-être que j'ai pris des mauvaises décisions, que j'ai fait quelque chose qui, peut-être que si c'est moi, un moment qui fait quelque chose, mais je ne le saurai jamais. Et voilà, et on peut pas on porte déjà beaucoup de choses. On ne peut pas se rajouter en plus cette responsabilité-là qu'on va porter en plus après pendant 9 mois de grossesse, une fois que ça aura marché, où on va devoir sans arrêt faire attention parce qu'on n'est plus seul. Donc si on peut Ouais. se laisser tranquille encore quelques semaines avant le grand saut, il faut le prendre. Ouais, c'est sûr. Pour terminer cette interview, en ce mois des fiertés, quel message vous aimeriez transmettre voilà, aux femmes de la communauté, peut-être qui hésitent à se lancer dans un projet de maternité? Qu'il faut se faire confiance, s'écouter, qu'il y a des personnes, il y a beaucoup de personnes qui sont passées par là avant, qu'on est encore toutes et toutes vivants voilà, et personne ne regrette en général, Ouais. dans la majorité des cas, que c'est une grande aventure et que sur le coup, ça paraît être quelque chose d'immense et d'un peu insurmontable, mais qu'en fait, on a toutes les capacités de traverser ça et qu'après, avec le recul, ça vaut le coup aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois si on a ce désir de maternité, une fois qu'après on accueille notre enfant, en fait, on a un regard plutôt. Moi, j'ai un regard avec beaucoup de compassion et d'amour pour cette femme que j'ai été à ce moment-là, qui était pleine d'envie de devenir mère. Et je suis fière d'avoir traversé ça. Et c'était pas si difficile que ça. Je l'ai fait, voilà, c'est complètement surmontable. Voilà, tant qu'on s'écoute, tant qu'on ne se force pas, et voilà. Ouais, super, merci pour ce beau message. Et oui, c'est vrai que nous qui sommes en Espagne, moi je suis française expatriée en Espagne, et c'est vrai qu'aussi le parcours de PMA, c'est quelque chose en fait qui, pour les couples de femmes, qui se fait depuis toujours en fait, depuis que la Ouais. PMA existe aussi. Donc c'est vrai qu'on a un peu aussi ici au niveau culturel une ouverture qui fait que c'est encore différent peut-être par rapport à la Oui. France. Et j'espère que en tout cas, avec l'ouverture en France de la PMA, on va arriver aussi à ce niveau qu'on a ici en Espagne, en fait, par rapport à tout ce parcours et ne serait-ce qu'au niveau aussi de l'information autour Oui. du parcours. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Et surtout aussi, merci à vous, Marie-Clémence, d'avoir partagé
votre histoire, votre parcours, votre expérience, parce que je pense que c'est très important de pouvoir communiquer sur ce sujet. Et puis, bah, je vous souhaite un beau mois des fiertés et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. Merci.